Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, un petit peu comme à notre habitude ces derniers temps, nous allons parler d'une saga. Petite pause pour le suspense. Nous allons évidemment parler de la saga Toy Story. C'est une des sagas qui a bercé mon enfance. Déjà, c'est une saga qui est aussi vieille que moi puisqu'elle a commencé en 1995. C'est une saga qui représente quelque chose de très fort dans le cinéma d'animation actuel. C'est le premier film 100% en images de synthèse. C'est l'un des premiers films du studio Pixar qui sera ensuite racheté en 2006 par Disney. C'est une saga qui a eu un énorme impact, qui a réussi certaines de ses suites, qui en a moins bien réussi d'autres, et qui surtout revient au cinéma la semaine prochaine avec l'espèce de spin-off sur Buzz l'éclair. Du coup, j'avais vraiment envie de revenir avec vous sur la saga Toy Story, bon, parce que je l'adore de base, je pense que ça se voit, mais aussi parce que je pense qu'elle a vraiment marqué quelque chose. Je vous laisse avec le générique, on en parle juste après. Alors, avant même de parler de la saga Toy Story, il faut un petit peu parler de ses origines et des origines du studio Pixar, puisque la saga Toy Story, c'est le phare du studio Pixar. Le studio Pixar, c'est un studio qui s'est formé bien plus tardivement que le studio Disney, par exemple, mais qui a du moins pendant 20 ans, a eu un énorme impact sur le cinéma. Aujourd'hui, le studio est de plus en plus absorbé par Disney, en tout cas c'est le ressenti que j'ai au vu des derniers films qu'ils ont sortis, mais pendant bien 20 ans, du début des années 90 à 2015 jusqu'à 2020, pendant 15-20 ans, le studio a vraiment eu un gros impact sur le cinéma d'animation. Il a créé des chefs-d'œuvre qui sont magistraux. Bien, moi j'adore quasiment tous les films Pixar, que ce soit Wall-E, que ce soit Lao, que ce soit Toy Story, que j'adore également. J'ai vraiment un amour pour ce studio qui est énorme. C'est un petit pincement au cœur de voir comment il évolue ces dernières années. Et il faut commencer par parler de Pixar avant même de parler de Toy Story. Alors il faut savoir que le papa de Toy Story, donc John Lasseter, c'est un des fondateurs du studio Pixar. Au début des années 80, il fait partie d'un groupe de jeunes cinéastes dont vont faire par exemple partie Tim Burton notamment, ils sont d'ailleurs très amis, qui cherchent à débuter dans le métier. Alors Tim Burton va plutôt se tourner vers Disney. John Lasseter, lui, il va d'abord se tourner vers le numérique. Il va avoir un petit boulot au parc Disney, puis ensuite il va être recruté dans une toute jeune entreprise, Lucasfilm Computer Group, donc c'est une branche de Lucasfilm qui est derrière Star Wars notamment, mais qui se centre vers du numérique. Avec eux, il va notamment participer à l'animation de Tron, le premier film de 1981. Il va se faire remarquer parce qu'il est très compétent et surtout, il est plutôt multitâche. Il est très adaptable, il résout beaucoup de problèmes dans toutes les parties numériques qui vont être intégrées à Tron, donc il va vraiment se faire remarquer à ce moment-là. L'entreprise Lucasfilm Computer Group va être rachetée par Steve Jobs en 1986 et alors Steve Jobs va lui donner le nom de Pixar. Au début, l'entreprise Pixar sort principalement des courts-métrages un petit peu pour roder son système numérique. Et l'un des premiers courts-métrages est un court-métrage de John Lasseter qui va être Luxio Junior, le court-métrage de la petite lampe qui va d'ailleurs plus tard devenir le symbole, l'icône du studio Pixar. En 1988, il va également sortir le court-métrage Tiny Toy et en 1989, le court-métrage Knick Knack. Je crois que ça se dit comme ça, Knick Knack. Derrière ces courts-métrages, l'objectif du studio Pixar, c'est soit de sortir des longs-métrages, c'est d'ailleurs ce vers quoi ils vont aboutir, soit d'être un espèce de studio d'assistanat, si vous voulez, une sorte de sous-traitant spécialisé dans le numérique qui serait contacté par des grands studios comme Disney ou comme Lucasfilm notamment pour intégrer du numérique dans leurs films. Donc pour le moment, le studio sait pas encore vers quoi s'orienter et c'est en 1991 qu'ils vont se décider à commencer à tourner des courts-métrages. Cependant, le studio, même si numériquement il est très performant, au niveau de comment créer un long métrage, ils n'ont pas vraiment les compétences. Pour le moment, ils ont sorti que des courts-métrages. Ça fait 5 ans qu'ils sortent des courts-métrages, ça ils sont rodés, mais par contre, tout ce qui représente, tout l'investissement et toute l'organisation d'un long métrage, non, pas forcément. John Lasseter, entre-temps, il est devenu directeur artistique de Pixar, et pour son premier projet de long métrage, il va s'associer à Disney. C'est ainsi que pendant 4 ans, on va préparer la naissance du film qui sortira en 1995, le premier Toy Story. Le premier Toy Story, c'est du génie. Toy Story 1, qui dure 1h22, qui est sorti en 95, c'est du génie à l'état brut. L'association entre deux studios qui ont d'ailleurs un peu de mal à s'entendre, c'est un travail de 4
ans, dont 3 rien que pour le scénario, donc c'est dire à quel point il y a eu de l'investissement sur ce film, et c'est plein de bonnes idées qui sont extrêmement novatrices également, qui piochent des références un peu partout, et qui arrivent à plaire autant aux grands qu'aux petits. La base, c'est le scénario très efficace du court-métrage de 1988, le court-métrage qui s'appelait Tiny Toy, qui est donc déjà un court-métrage qui anime des jouets. Mais là où Tiny Toy commençait à être un peu vintage au niveau des jouets qui sont animés, là, ils vont essayer de faire évoluer le projet pour proposer des jeux beaucoup plus modernes, beaucoup plus dans l'air du temps de 1995. Ils vont d'ailleurs contacter plusieurs entreprises de jeux, dont notamment Mattel qui va autoriser l'utilisation de Monsieur Patate, mais pas celui de Barbie, qui reviendra dans les autres opus, mais dans le premier, ils avaient peur qu'il gâche l'image de la Barbie, certes, qui va utiliser des références vintage, comme le cow-boy ou la bergère, et également des références modernes, comme le spationaute qui est Buzz l'éclair. Donc on va mélanger, en fait, tout ce qu'est les années 90, c'est-à-dire un gros héritage vintage, et également de l'innovation, un fantasme autour de la science-fiction, etc. Donc rien que ça, le scénario est très efficace. On va rajouter là-dessus, on va saupoudrer là-dessus ce qu'on appelle le buddy movie, donc le film entre potes, où généralement on va avoir un duo de personnages avec des caractères très opposés qui essayent de s'associer pour réussir et qui finissent par devenir amis. Moi, je sais pas pourquoi, quand je pense à Buddy Movie, je pense à MIB. Je trouve que l'alliance des deux personnages de MIB, c'est vraiment ça, des caractères qui peuvent pas se voir en peinture l'un l'autre et qui finalement deviennent amis et ont une belle amitié. Le caractère de chacun permet de réussir et résoudre le problème, si vous voulez, de sauver le monde dans le cas de MIB. Je pense vraiment à ça. Le Buddy Movie, ça fonctionne très très bien dans les années 80 et ils vont utiliser cette recette-là dans le film Toy Story. Pour faire écho à mes dernières vidéos, on rajoute évidemment un T-Rex, puisqu'il y a le gros enthousiasme à cette époque-là autour des Jurassic Park, donc forcément on rajoute un T-Rex, c'est la base. Mais avec tout ça, il faut développer un scénario. Comme je vous l'ai dit, le scénario, ils vont mettre quasiment 3 à 4 ans à le développer, puisqu'il va même y avoir des corrections post-prod, notamment parce qu'ils avaient fait Woody beaucoup trop méchant, Woody qui pousse les jouets par la fenêtre, Woody qui fait des plans machiavéliques pour que d'autres jouets soient tués, etc. Woody était beaucoup trop méchant pour l'entreprise Disney, qui était donc en partenariat avec Pixar sur ce film, et donc ils ont dû réécrire certains personnages et refaire certaines scènes parce que ça ne convenait pas, on va dire, aux standards de Disney. Donc ce qui a demandé le plus de travail dans ce film, c'est le scénario, mais il faut vraiment pas mettre de côté l'aspect technique. C'est le premier film d'animation entièrement en images de synthèse. Un exploit pour l'époque, surtout que le film n'a absolument pas vieilli. Toy Story 1, il passe toujours extrêmement bien. On voit pas du tout que le film a presque 30 ans. Donc que ce soit au niveau de l'innovation technique, au niveau du scénario, au niveau des dialogues qui sont très modernes, très catchy, au niveau des thématiques qui vont plaire à la fois aux enfants, mais jouets s'animent, forcément ça fait fantasmer tous les enfants, mais également aux parents, avec tout déjà un retour en enfance, le fait qu'il y ait des clins d'œil sur des jouets qui sont pas forcément des mêmes générations, la petite morale, on va dire, sur le fait qu'il faut bien s'entretenir ses jouets. C'est un film qui, s'adresse majoritairement à un jeune public, mais qui peut très très bien plaire à l'adulte, donc c'est un film qui va rencontrer un énorme succès. C'est beau, c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est dynamique, c'est mignon, ça plaît. Petite parenthèse, dans le contrat qu'a signé Disney et Pixar avant même, c'est-à-dire au moment de la conception du 1, avant même que ce soit un succès, Disney avait déjà stipulé qu'il souhaiterait 2 suites, donc on savait déjà qu'il y aurait des suites, c'est même pas le succès du premier qui a fait qu'on a sorti un 2, même si je pense que si ça avait été un bid, peut-être que Disney aurait renoncé au projet, mais on savait déjà qu'il y aurait des suites puisque c'était le projet initial de Disney, et petite parenthèse bis, on voit déjà qu'il y avait une relation, alors c'est pas la relation que Disney et Pixar vont avoir aujourd'hui, où le studio Pixar va être complètement absorbé par les rouages Disney, par les valeurs et les codes Disney, mais on voyait déjà que Pixar commençait à prendre la position en fait de studio de réalisation numérique pour Disney. On est un peu à cheval sur les 2 projets qui étaient les projets de Steve Jobs pour la boîte de Pixar à la base. Steve Jobs, il a jamais voulu créer une boîte qui concurrence Disney, il voulait créer une boîte qui serait une sorte de boîte de consultants, si vous voulez, ou de sous-traitants, juste spécifiquement pour le cinéma numérique. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que le cinéma de Pixar ait une telle identité forte et développe vraiment un style cinématographique au niveau des scénarios, au niveau des thématiques abordées qui lui soit propre, et au final, la fonction qui avait été imaginée par Pixar dans les années 80 par Steve Jobs, c'est la fonction que Pixar a aujourd'hui pour Disney. Et ça se dessine déjà dans Toy Story. Je trouve d'ailleurs miraculeux que Pixar ait réussi pendant si longtemps à s'extirper de l'influence de Disney et compagnie. J'aurais aimé que ça en soit plus longtemps ainsi, mais on voit déjà se dessiner la rythmique qui est aujourd'hui la rythmique Disney-Pixar. En 96, suite à l'Oscar spécial que va recevoir John Lasseter pour son film, notamment parce que c'est le premier film entièrement en images de synthèse, et dans la foulée annoncé la suite de Toy Story, Toy Story 2. Alors Toy Story 2, c'est tout un défi, puisque c'est un défi d'être à la hauteur du premier, et c'est également un défi puisque Toy Story 2, à la base, Disney, ils veulent le réaliser seuls.
Pendant que John Lasseter travaille sur son nouveau projet qui est Mille et une pattes, il lance un premier jet avec un premier scénario qui est extrêmement bancal, il faut le dire, en tout cas du moins d'après les retours qu'on en a, puisque le scénario n'est pas accessible. C'est ce qui va faire en fait revenir l'équipe Pixar sur le film. À la base, c'est pas du tout le projet de Disney, mais je pense que Disney a dû se rendre compte que il réussirait bien mieux si l'association des deux studios était maintenue, et Pixar revient donc sur le projet, mais très tardivement. Il ne leur reste que 9 mois pour retravailler le film, et c'est donc en un temps record qu'ils vont réaliser Toy Story 2, qui sort donc en 1999. Il va durer 1h33, il était un peu plus long que le premier, et aussi surprenant que cela puisse être, parce que oui, pour moi c'est toujours surprenant, la suite est excellente et elle est même meilleure que le premier. Là où le premier se concentrait sur un lien entre l'enfant et ses jouets et sur cet aspect, comme je vous l'ai dit, buddy movie, très sympathique mais plus sobre au niveau du message, le second est beaucoup plus profond, puisqu'on va aborder la relation entre l'enfant et le jouet et vraiment la creuser. Woody, on joue plus vraiment avec lui, il se retrouve malencontreusement sur le trottoir, il va être acheté, enfin volé par un monsieur, un espèce de collectionneur, et ça va être la quête pour retrouver Woody, c'est-à-dire que le jouet qui avait été un peu délaissé et oublié est finalement re-sollicité par l'enfant. Les jouets cet enfant dans le grand monde, on va avoir tout l'aspect aussi collection, c'est-à-dire qu'on va avoir la relation entre l'adulte et le jouet. Je suis très bien placée pour vous en parler d'ailleurs. On va avoir la relation entre l'adulte et le jouet, la notion de collection qui va apparaître, la notion de jouets vintage et de différentes générations de jouets. On a également l'arrivée de nouvelles figures, notamment la fameuse Barbie qui avait été refusée par Mattel dans le premier Toy Story et qui finalement apparaît dans le second, mais attention, John Lasseter il voulait faire une Barbie badass, habillée en mec et un peu commando, et Mattel a mis un complet stop puisqu'ils avaient dit qu'il fallait que Barbie reste le gentil jouet des jeunes filles. On n'était pas encore dans les progrès qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'image des jouets de filles, jouets de garçons, etc. Et donc Mattel avait mis un gros bémol à Lasseter pour que ce soit pas poupée de G.I. Joe si vous voulez. D'ailleurs ils n'ont pas autorisé l'utilisation des G.I. Joe. Je crois que c'est pas Mattel qui possède la licence de G.I. Joe, que c'est un jouet qui est très célèbre des années 90 aux États-Unis. Ils sont jamais apparus dans les films Toy Story puisque ils ont jamais eu l'accord pour utiliser l'image du G.I. Joe. Mais là où l'aspect plus adulte est vraiment présent, c'est que le film est bourré, mais bourré de références. Et moi, c'est pour ça que c'est mon favori, parce que je le trouve ultra plaisant. En plus de scènes qui sont absolument magnifiques, la scène du collectionneur avec la musique, elle est géniale. En plus, le clin d'œil est ouf, parce que le collectionneur, c'est le joueur d'échecs dans le court-métrage qui est sorti l'année précédente. Je trouve ça trop cool de faire une sorte de lien entre les différents films de Pixar. Ils mettent leur camion Pizza Planet partout, et d'ailleurs le jeu quand tu regardes un film Pixar, ou plutôt quand tu le re-regardes, moi c'est plutôt deuxième visionnage, c'est de chercher les petits easter eggs, mais là ils ont fait un easter egg hyper cool avec leur personnage du collectionneur que moi je trouve génial. Il y a des rêves à Jurassic Park, il y a des rêves à Star Wars, il y a des rêves à 007, il y a des rêves à Star Trek, il y a une énorme rêve à Indiana Jones aussi. Je trouve que le film est super plaisant parce que j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup plus lâchés que dans le premier et qu'ils s'adressent beaucoup plus à un public adulte, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui le film me parle beaucoup plus que le premier. En plus que je trouve que l'histoire va beaucoup plus loin, là où Sid, le méchant du premier film, était un peu un enfant un peu cliché si vous voulez. Là il y a beaucoup plus de finesse je trouve dans le second film, et ce second film est une absolue réussite. Il dépasse le premier en termes de maturité, en termes d'écriture, il innove encore au niveau technologique et il va bien sûr avoir un énorme succès au box-office. C'est d'ailleurs à partir de ce second film qu'on va commencer à avoir des contenus dérivés. On va notamment avoir une série qui va être centrée sur Buzz l'éclair. En fait, en 2000, donc l'année suivant la sortie du 2, va d'abord sortir un long pilote de 70 minutes qui est en fait une sorte de mini court-métrage sur Buzz l'éclair qui s'intitule Buzz l'éclair, l'aventure commence, et en fait cette espèce de long épisode n'est que le premier d'une nouvelle série qui va compter quand même 65 épisodes de 25 minutes chacun. Elle est très longue et je ne l'ai absolument jamais vue. Je me demande si elle est passée en France. Après, j'avais pas beaucoup de chaînes de télé quand j'étais gamine. J'avais que la 1, la 2 et la 3. On captait pas bien parce que j'habitais dans la montagne. Donc je pense qu'elle devait passer sur des trucs genre Disney Channel que j'avais absolument pas. J'ai jamais vu cette série d'animation. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, série d'animation qui a eu pas mal de succès, notamment aux États-Unis, qui a conduit à la production de beaucoup de produits dérivés et qui est centrée sur Buzz l'éclair en tant que ranger de l'espace. Donc on n'est plus du tout dans l'aspect jouet. On est plutôt dans un aspect où Buzz l'éclair est dans son rôle de Buzz l'éclair en fait. À savoir que la série est uniquement produite par Disney et qu'elle va créer pas mal de conflits dans la collaboration Disney-Pixar autour de la saga, puisque Pixar va un petit peu désapprouver les valeurs qui sont portées dans la série, c'est-à-dire que les personnages sont souvent menteurs ou tricheurs, etc. Et Pixar va pas beaucoup apprécier l'image qui va être donnée de Buzz l'éclair et de Star Command, etc. et en gros d'un univers qu'ils ont imaginé et créé. Dans cette série, ça va créer quelques tensions, mais ça ne va pas empêcher la sortie de Toy Story 3.
Le développement du film suivant va prendre plus de 10 ans, tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de remue-ménage chez Pixar et Disney, tout simplement parce qu'en 2006, Disney rachète le studio Pixar à Steve Jobs pour 7,4 milliards de dollars, ce qui est énorme, et ça va complètement bouleverser en fait toutes les programmations de Pixar et également toutes les programmations de Disney. Disney a pour habitude de sortir 1 à 2 films par an, un en juin, un en décembre, il va falloir intégrer les chronologies Pixar là-dedans, et le projet Toy Story 3 passe un peu à la trappe pendant un petit moment. En plus, il va y avoir beaucoup de désaccords de scénario. John Lasseter n'est pas vraiment d'accord avec les propositions faites par les équipes Disney qui intègrent le projet, et c'est finalement Lee Unrich qui a été co-réalisateur sur Toy Story 2 et qui a également co-réalisé Nemo, qui va récupérer le bébé. Il va d'ailleurs pour ce film Toy Story 3 recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation, Oscar que Lee Unrich recevra également en 2017 pour son film Coco. Donc aujourd'hui Lee Unrich c'est vraiment un réalisateur très influent du studio Pixar, il va un peu faire ses armes seul, jusqu'à maintenant il co-réalisait sur ce Toy Story 3. Le temps a passé depuis Toy Story 2 et il y a beaucoup de désaccords au sein de l'équipe Pixar sur ce que devrait être notre nouveau scénario. Certains pensent qu'il faut juste faire la suite, d'autres pensent qu'il faut aller plus loin dans le futur si vous voulez, avec un Andy qui a énormément grandi, qui est devenu adulte, qui a lui-même des enfants. Finalement, c'est un Andy qui part à la fac qui va être choisi, et le scénario est plutôt malin puisque on est dans la continuité du 2, fusionner la relation entre l'enfant et le jouet, et entre l'adulte et le jouet, puisque l'enfant est devenu adulte. On va retraiter un peu ce qu'on avait traité avec le personnage de Jessie dans Toy Story 2, sauf que pour le personnage de Jessie ça s'est très mal passé et qu'on espère que quelque chose se passera mieux pour les personnages de Woody et de Buzz dans ce troisième opus. On intègre une nouvelle fois de nouveaux personnages, à souligner que, chose très rare et très exceptionnelle, des personnages des studios Ghibli, notamment Totoro, enfin uniquement Totoro d'ailleurs, sont intégrés au film. Il faut savoir que le studio Ghibli est très jaloux de ces personnages, ils autorisent pas leur exploitation dans d'autres films, et là c'est vraiment parce qu'il y a une amitié très forte entre John Lasseter et Hayao Miyazaki. Il va autoriser à voir apparaître Totoro dans la chambre de Molly dans ce troisième opus. C'est vraiment une chose très rare et assez exceptionnelle pour être soulignée. Le film est un record mondial au box-office, c'est un succès exceptionnel. Il dépasse très rapidement le milliard de recettes et il se classe troisième film d'animation le plus lucratif de l'histoire, ce qui est exceptionnel tout simplement parce que aussi rare qu'était la réussite d'un 2, est encore plus rare la réussite d'un 3, et ce troisième opus est une très belle suite. Il faut savoir en plus qu'il y avait une grosse pression puisque les fans de Pixar étaient très inquiets suite au rachat de Pixar par Disney, et ce film vient un petit peu rassurer en montrant que la patte Pixar est toujours présente et toujours aussi qualitative et que Disney n'a pas une influence trop lourde sur les productions, en tout cas pour le moment. Le film est mélancolique, il est profond, il est émouvant, il est touchant, il est très beau, les nouveaux personnages sont intéressants. Bon, on va y avoir un petit problème autour du personnage de Lotslo, puisque l'entreprise qui exploite Lotslo en tant que jouet, le fait qu'il apparaisse en tant que méchant dans le film, ça leur était pas forcément spécifié. Il va y avoir un procès, bon, que l'entreprise va perdre, hein, Pixar va gagner, et ils avaient les droits d'exploitation, ils l'ont exploité. Mais bon, va y avoir 2-3 polémiques, mais 3 fois rien, et le film va vraiment être un succès. Et là, tout le monde s'accorde à dire que la fin est une fin brillantissime, très belle, qui conclut ce qu'on pense être une trilogie. En 2011 et 2012 vont suivre des petits courts-métrages, Rex, Roi de la Fête, etc., qui ne font pas démentir aux gens que Toy Story 3 était normalement le dernier de la trilogie. On s'attendait vraiment à ce que la fin de ce Toy Story 3, qui est très belle et très émouvante et pleine de poésie, soit tout simplement la fin de la saga, mais arrive Toy Story 4. En 2019, la suite de Toy Story va sortir au cinéma. Toy Story 4, c'est un film que l'on n'attendait pas forcément. En tout cas, moi du moins, je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire une suite à la saga, et je pense que je ne le souhaitais pas d'ailleurs, donc j'ai pas forcément accueilli le film avec les meilleurs augures, et je crois que ça a été le cas de beaucoup de monde d'ailleurs. En tout cas, c'est ce dont on parlait beaucoup dans les sphères Disney à ce moment-là, où on avait envie de voir ce que ça allait donner, mais la fin du 3 était tellement bien, tellement belle, c'était tellement une bonne conclusion qu'on se demandait où est-ce qu'ils allaient bien pouvoir aller. À la réalisation, on n'a ni Lee Ulrich ni John Lasseter, on a Josh Cooley. Alors Josh Cooley, pour le moment, il a surtout été principalement scénariste. Il a été scénariste sur Vice Versa, il a travaillé sur Ratatouille et il a également été storyboarder sur Rebelle notamment ou sur Indestructible. Il n'a pour le moment réalisé aucun film d'animation et il revient pour ce très attendu et très casse-figure 4e opus de Toy Story. En fait, ce 4e opus, c'est une demande de Disney. À la base, John Lasseter et les équipes de Pixar refusent. Disney dit alors c'est pas grave, on va le réaliser nous-mêmes avec nos propres studios, et en fait c'est une sorte de coup de pression qui va faire que Pixar va accepter puisqu'il préfère
avoir les rênes de la suite de leur bébé que de l'abandonner complètement au studio Disney. Je pense que ça a dû vraiment être un choix compliqué, mais c'est vrai que le studio en chef te dit on veut une suite, que vous la fassiez avec nous ou pas, j'imagine que tu préfères participer pour essayer de limiter les dégâts entre guillemets. Finalement, au bout d'un an d'élaboration de scénario, John Lasseter va complètement abandonner, comme il l'avait fait d'ailleurs pour le 3e opus où il était resté totalement en retrait. Je pense que ses suites ne sont plus du tout dans la philosophie qu'il avait voulu donner au premier et au second film, donc là il va complètement quitter le projet. A noter également qu'on est en pleine période MeToo et qu'il va y avoir une forme de dénonciation, en tout cas une polémique autour de John Lasseter qui va inciter Disney à le pousser vers la sortie et qui va d'ailleurs également inciter Disney à retirer certaines scènes post-génériques de Toy Story 2, notamment une avec des Barbie et Monsieur Patate qui se prend pour un metteur en scène. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où John Lasseter quitte le projet qu'une énorme com va circuler sur Toy Story 4 en le disant comme étant le plus émouvant, en disant que on a pleuré en lisant le scénario, que les acteurs qui font les voix ont été tellement émus qu'ils n'ont pas réussi à faire les scènes. Il va vraiment y avoir une grosse com autour de l'émotivité du film pour préparer sa sortie. Le principe du film est de montrer la nouvelle vie des jouets d'Andy avec Molly, où ils partent en voyage en camping-car. En plus, on va apporter un nouveau concept puisqu'on va avoir un jouet fait main, puisque Molly va créer Fourchette, le personnage le plus insupportable de l'humanité. J'ai revu Toy Story 4 récemment, il m'énerve ce personnage, même si je trouve l'idée hyper intéressante. Parce que c'est vrai que les enfants, c'est un peu comme les chats, ils peuvent jouer avec des trucs qui sont pas prévus pour. C'est-à-dire que toi, tu t'embêtes à leur acheter des jouets super cool, et eux, ils vont trouver un bâton y accrocher 2 feuilles et ils vont trouver ça super cool. Je trouve l'idée hyper cool, mais le personnage est tellement relou. Ah, il m'insupporte. Le principe est que les jouets de Andy vont de nouveau rencontrer la bergère qui avait disparu suite à Toy Story 2, puisqu'elle avait été vendue lors d'un marché aux puces, et ils vont retrouver la bergère qui est devenue so badass, parce qu'il faut reconnaître que la bergère, elle était pas ultra féministe dans ses premières versions, là elle est devenue super féministe et super badass. Tout le film va tourner, il n'y a plus du tout le relationnel à l'enfant, etc. Quasiment pas. Tout le film va tourner sur des espèces de micmac et de géopolitique entre jouets, si vous voulez. Si le film est toujours visuellement super beau, super intéressant, super sympa, l'humour est cool, etc., honnêtement, avec moi, ça a pas forcément trop pris. Le film n'est pas mauvais, c'est pas du tout ce que je dis là, mais on sent que la saga s'essouffle et on sent surtout que c'est probablement la suite de trop. C'est tellement éloigné de ce qu'était le concept original que le fil conducteur n'est plus vraiment là, c'est-à-dire que t'enlèves Toy Story et Buzz, hormis le fait que ce soit des jouets qui sont animés, on n'est plus vraiment dans l'esprit Toy Story initial en fait. Et on sent que ce dernier opus est au bout de ce qu'il pouvait proposer sur la saga. Il va quand même gagner en 2020 l'Oscar du meilleur film d'animation de l'année, ce qui est souvent le cas lorsqu'un Pixar sort, hein, il faut le reconnaître. Vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas un mauvais film, il est très sympathique, mais je pense que c'est bien que la saga s'arrête là, ce serait bien, parce que je trouve ils ont des projets encore dans les placards, je pense que ce serait bien que la saga s'arrête là, parce qu'on sent que la corde est très tendue, et que je pense que si on tire encore, ça risque de casser. Je pense que c'est bien que la saga s'arrête sur ce dernier opus, qui est pas forcément à la hauteur des 3 premiers, qui est pas une suite réussie comme a pu l'être le 2, qui est vraiment une excellente suite, le 3 qui apporte vraiment un vent de fraîcheur tout en restant dans la lignée des 2 premiers. Je pense que voilà, il faut s'arrêter là, mais on ne s'arrête pas là puisque va sortir maintenant un spin-off. En notre beau mois de juin 2022 sort le film Buzz l'éclair, qui est un spin-off sur Buzz l'éclair, qui n'est pas du tout un Toy Story, mais qui va se rapprocher plutôt de la série d'animation dont je vous ai parlé, qui est sortie dans les années 2000-2001, où on va voir Buzz l'éclair en tant que ranger de l'espace, qui va travailler avec Star Command et essayer de combattre le grand méchant Zurg. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans le dessin animé de Buzz qui passe à la télé dans Toy Story. La mise en abîme de la mise en abîme, si vous voulez. Honnêtement, pour être très sincère avec vous, je suis pas ultra hypée par le projet. Je vais aller le voir, je suis curieuse, je veux voir, mais je suis pas convaincue par le fait de rajouter encore une couche à la saga Toy Story, je sais pas. Peut-être que c'est cette lassitude, que ça, que des suites, que des continuité de saga, que des spin-offs, sequels, préquels, etc. Peut-être que c'est de la lassitude simplement et que le film est très bon et que moi j'ai des a priori négatifs, mais c'est vrai que maintenant je commence à avoir vraiment des a priori négatifs quand ils sortent des suites de sagas connues, célèbres et bankable, comme Toy Story, comme Jurassic Park, etc. Les premiers visuels sont pas du tout moches, ça a l'air sympa, mais c'est pas du Toy Story. Après, le film n'est pas un Toy Story, de toute façon, il n'est pas affiché comme un Toy Story. Mais j'ai peur que le film manque d'âme, en fait, je sais pas. Je vais aller le voir. On en parlera, de toute façon, je pense que ma vidéo sortira mercredi. Donc mercredi prochain, je pense qu'on en parlera. Je suis dans l'expectative, arrivera que pourra arriver. Je pense pas que je serai hautement déçue si le film n'est pas excellent, puisque pour le coup, je suis assez neutre, j'en attends rien, et j'ai un a priori plutôt négatif, donc ce sera facile de me plaire, puisque je pars sur quelque chose de quand même assez... pas beaucoup d'attente, voilà. En tout cas, on en parlera ensemble.
et je suis ravie d'être revenue avec vous sur la saga Toy Story, qui est une de mes sagas favorites. Je trouve que c'est une des sagas qui a les meilleures suites, je trouve que c'est une saga extrêmement bien pensée, qui a renouvelé le genre de l'animation, qui a apporté quelque chose d'autre, quelque chose de frais, qui a commencé à tracer la ligne de l'identité qui a été le studio Pixar pendant 20 ans et que j'aimerais qu'il reste ou qu'il redevienne. Je sais pas où il en est dans son évolution. Turning Red, je l'ai pas du tout détesté, le dernier Pixar, mais beaucoup de Disney dans ce Pixar. Et le mélange commence vraiment à être beaucoup trop homogène, je trouve, entre les deux studios. Et j'aurais aimé que Pixar garde une identité plus forte. Parce que j'aime ce que fait Pixar. J'aime ce qu'ils font, j'aime leurs idées, j'aime leur regard sur le monde de l'animation. Et j'aimerais que Pixar reste Pixar, même si je pense que c'est un souhait un peu vain. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu longue. J'aime vraiment faire des rétrospectives avec vous, ça me demande beaucoup de travail, mais ça me permet de parler entièrement d'une saga que j'apprécie vraiment. Et la saga Toy Story, c'est une saga que j'apprécie énormément. Je suis donc ravie d'en avoir parlé avec vous. N'hésitez pas, les commentaires sont là, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la saga Toy Story. N'hésitez pas à me dire quel est votre Toy Story préféré. Est-ce que vous avez aimé le 4e opus? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne suite? Ou est-ce que vous trouvez comme moi qu'il est un peu en dessous et qu'on sent que la saga commence à s'essouffler et qu'il faut s'arrêter là? Est-ce que vous attendez le film? Moi j'ai pas d'attente, mais dites-moi parce que vraiment je suis très curieuse de ça. N'hésitez pas également à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, et nous on se dit à très vite. Qui va autoriser à voir apparaître Totoro dans la chambre de la petite fille. Qui va autoriser à voir apparaître Totoro. Qui va... Il fait chaud. C'est un café glacé. Ah, on est passé au café glacé là. Il fait 25... Il est 8 h du matin, il fait 25 degrés. On est passé clairement au café glacé, les gars.